Devant l'Assemblée nationale, sans les élus de l'opposition, l'abbé Apollinaire Malou Malou promet de bonnes élections. Visite d'inspection sur la salubrité et l'assainissement dans les environs du Grand Marché du Premier ministre Matata Ponyo, qui est allé aussi s'enquérir de l'évolution du viaduc au quartier Banounou dans la commune de Matete. L'ambassadeur des USA en RDC a procédé au lancement officiel du programme Tomiko Tissa au cercle de Kinshasa ce 30 janvier 2014. Antenne A, le journal Alain Kuka, Bambi. Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. Le sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. Cette 22e édition s'organise une année après la commémoration du jubilé d'or de l'UA. Plusieurs questions d'actualité relatives au continent seront au cœur du débat durant 2 jours. L'accent sera essentiellement mis sur la situation sécuritaire en République centrafricaine, en Égypte et au Soudan du Sud. Commentaire, Patricia Mouli. Le chef d'État et des gouvernements réunis ce 30 janvier en sommet de l'Union africaine à Addis Abeba ont, entre autres, évoqué les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo, les crises de la République centrafricaine, du Sud-Soudan, du Mali, de la Libye. Concernant la RDC, les chefs d'État de 11 pays signataires de l'accord cadre sur la région de Grand Lac se sont réunis vendredi pour faire le point sur cette feuille de route signée il y a bientôt 1 an. Ils devraient valider les 15 priorités définies dans ce document de travail rédigé début janvier lors de la dernière réunion des chefs d'État de la conférence de Grand Lac tenue à Luanda, en Angola. Déjà lors du conseil exécutif de l'Union africaine, la présidente de l'UA avait consacré cette année 2014 comme étant celle de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique, marquée par le 10e anniversaire de l'adoption du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, CAADP. Car, a-t-elle renchéri, investir dans l'agriculture et la sécurité alimentaire permettra à tout le monde d'être à l'abri de la faim et va transformer le continent. L'avenir de l'Union africaine dépend sans nul doute du travail, de la paix et de l'eau, vœux contenus dans le document du plan d'action de l'agenda 2063 en vue d'un développement durable basé sur l'optimisation d'une stratégie globale pour mobiliser toutes les ressources du continent. Les chefs d'État présents à ces assises se sont aussi réjouis du retour du Madagascar aux réunions de l'Union africaine. En RDC, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Richard Mouyej, a déclaré la guerre au Bakata Katanga. Le gouvernement est donc décidé de mettre hors d'état de nuire tous les membres de ce groupe armé pour assurer la paix dans cette province. Commentaire Nadia Koulin-Fouka. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui séjourne à Lubumbashi, a décidé de traquer les Bakata Katanga et d'autres milices qui se montreront récalcitrants à la démobilisation. En dehors du lancement d'opérations militaires contre le Bakata Katanga récalcitrant, le ministre de l'Intérieur a annoncé une série de mesures au cours de la conférence de presse qu'il a animée dans la province Q-Préfère. Il s'agit notamment de la sensibilisation des populations se trouvant dans les zones concernées par l'insécurité, la prise en charge de miliciens ayant répondu positivement à la démobilisation. Bref, toutes mesures prises par Richard Mouyej ont pour objectif d'éviter que les efforts de la relance économique initiés par les chefs de l'État ne soient compromis. Pour rappel, du 17 au 21 janvier dernier, les miliciens ont incendié plus de 600 maisons, mis le feu à près de 66 villages qui sont aux alentours du territoire de Malemba-Nkulu. En tout cas, malgré les efforts fournis par les autorités provinciales du Katanga pour restaurer la paix dans cette partie du pays, l'insécurité règne toujours, surtout avec la résurgence de groupes armés comme les Bakata Katanga. La situation sécuritaire au Katanga nous est décrite par notre correspondant sur place, Ricardo Bakwa. Un grand vent d'insécurité a secoué dernièrement la province du Katanga, causé par l'entrée dans la ville de Lubumbashi des Bakata Katanga, le Mai Mai, et le cas le plus récent est celui causé par le pasteur Mukungubila et ses hommes, ainsi que le Mai Mai dans le nord Katanga. Dans le nord
Katanga. Bien que ces vents soient passés, on ne peut pas dire aujourd'hui que la sécurité est reprise totalement à Lubumbashi. Les populations vivent actuellement dans une psychose sans précédent. Signalons toutefois que malgré les réunions des conseils provinciaux de sécurité, tenus chaque semaine pour évaluer la situation, une autre forme de sécurité a vu le jour dans les quartiers périphériques de la ville de Lubumbashi, causée par les hommes non autrement uniformes, par des hommes en uniforme non autrement identifiés, dont notamment les quartiers Gambela vers le campus universitaire, les quartiers Ewabora et les quartiers Kigoma dans la commune de Kampemba. Et c'est malgré les patrouilles nocturnes effectuées par la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, question de maintenir l'ordre. Quelques personnes interrogées à ce sujet se sont dit inquiètes car pour eux tout peut arriver et à tout moment. Nous avons tenté d'entrer en contact avec le ministre national de l'Intérieur, décentralisation et sécurité. Ces derniers s'est abstenu à tout commentaire. De Lubumbashi, Ricardo Bakwa Kalembe pour la chaîne de référence. Retour à Kinshasa pour vous annoncer que le Premier ministre a voulu s'enquérir lui-même ce jeudi 30 janvier de l'évolution des travaux du viaduc au quartier Banounou à Matete. Il a d'abord effectué une visite d'inspection sur la salubrité et l'assainissement dans les environs du Grand Marché de Kinshasa. Reportage Jean-Louis Miaswekama et Sylvie Fortuné-Mboula. Comment améliorer les services d'évacuation des immondices du marché central afin de permettre aux vendeurs d'exercer dans un lieu salubre? C'est l'objectif de la descente ce matin du Premier ministre Matata Ponyo Mapon au marché central de Kinshasa. Ici sont produits au quotidien près de 80 mètres cubes de déchets, une quantité difficilement évacuable en une seule rotation. Matata Ponyo a pris bonne note après les explications lui fournies par les autorités urbaines de Kinshasa pour rendre salubre toute la journée ces lieux commerciaux. Il était aussi question pour les chefs du gouvernement de s'assurer que les prix sont stables. Après une brève escale au croisement des avenues Bokassa et Comex, où l'état de la route s'est dégradé, empêchant toute circulation, les chefs du gouvernement ont mis les caps dans la commune de Matete, plus précisément au pont Banounou. Les travaux de construction du viaduc avancent lentement mais sûrement. Le DG de la CGT a tenu à rassurer du bon déroulement des travaux en dépit du retard enregistré à cause des intempéries. Pour l'instant, les ingénieurs s'activent à enrober la partie qui va du côté droit en venant de l'aéroport de Kinshasa. Et puis l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, James Swan, a procédé ce jeudi au lancement officiel du programme Tomiko Tissa au cercle de Kinshasa à Gombe. Ce programme vise à promouvoir la jeunesse et les femmes congolaises au sein des partis politiques. Reportage Willy Kacha. Le programme Tomiko Tissa, lancé officiellement ce 30 janvier 2014 au cercle de Kinshasa en présence d'une centaine d'invités représentant de la classe politique congolaise, du corps diplomatique, de la société civile et des partenaires internationaux évoluant dans les secteurs de la bonne gouvernance, a entre autres comme objectif de promouvoir les rôles des jeunes et des femmes au sein des partis politiques, de contribuer à l'amélioration de l'organisation et la gestion interne des partis et d'appuyer les formations politiques dans les efforts qu'elles déploient pour être plus en phase avec les préoccupations des citoyens. Grâce au financement de l'Agence américaine pour le développement international USAID, le NDA fournira une assistance aux partis politiques. Le lancement officiel de ce projet a lieu au début d'une année pleine d'espoir pour la RDC. Les opportunités se présentent pour l'instauration d'une paix durable à l'est de la RDC et le pays préparera la tenue des premières élections locales de la Troisième République. Les leaders politiques présents à cette rencontre ont salué l'initiative des organisateurs. Tomiko Tissa, ça signifie que c'est une interpellation pour les Congolais eux-mêmes. Ils sont souciés de voir cette démocratie enclenchée en 2006 avec les premières élections qui étaient plus ou moins correctes et que cette démocratie qui a connu un recul le 28 novembre 2011 puisse redécoller de nouveau. De faire partie des 6 formations politiques qui ont été choisies par NDI et par l'USAID qui finance ce programme pour nous assister, nous appuyer
avec les autres formations. Donc c'est un immense honneur. On dit toujours quand il y a une femme, il y a la paix. Tout le monde qui est venu répondre favorablement à cette initiative, vraiment soutenons-nous. Les nouveaux programmes Tomiko Tissa a une durée de 3 ans et vise à renforcer les capacités des partis politiques congolais par un accompagnement individualisé. Investi il y a quelques mois par l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI, piloté par l'abbé Apollinaire Malou, a présenté ce jeudi 30 janvier devant la représentation nationale la feuille de route du processus électoral en RDC de 2014 à 2016. Un fait marquant, lors de cette séance, les députés nationaux de l'opposition sont sortis de la salle accusant Malou d'avoir tout boutiqué seul aux grandes dames du peuple congolais. Les détails avec Eric Izami et Blaise Lunda. Avalisée en son temps in fine par l'Assemblée nationale, la CENI y est revenue pour exposer sur ce qu'elle fait, notamment la feuille de route pour le processus électoral de 2014 à 2016. D'entrée des jeux, le député national José Makila va faire une motion incidentielle au cours de laquelle il indexe le bureau de M. l'abbé Malou d'avoir déjà posé les jalons de la tricherie avec la nomination qui viole gratuitement la Constitution. M. Malou continue à nous démontrer qu'il est ici pour obéir aux instructions d'un individu. Alors nous ne pouvons pas accepter. Il viole la Constitution et nous demandons purement et simplement son départ. On ne peut plus travailler avec un monsieur qui n'a aucun crédit. Et nous, de l'opposition, nous disons qu'il faut qu'en amont, toutes les règles respectent la Constitution de la République, les lois de la République, qu'il n'y ait aucune violation des textes de la République. Pour manifester leur soutien global à José Makila, l'opposition politique dans sa majorité quitte la salle au motif de refuser de cautionner la tricherie en amont. Dans la salle, le président de la CENI répond et promet de faire des révélations accablantes à la mission d'enquête de l'Assemblée nationale. Mais il rassure que son institution va bien faire son travail. Et pourtant, j'ai des milliers de lettres, de recommandations des agents à gauche et à droite avant la fin de la candidature. Vous avez dit que vous allez mettre en place une mission d'information. Voulez-vous que nous vous donnions aussi toute cette correspondance? En RDC, hormis la présidence de la République et l'Assemblée nationale, les autres institutions sont hors mandat du peuple. La CENI, elle, promet d'offrir aux Congolais des scrutins dignes avec le moyen financier conséquent. Après son vote au Sénat, le projet de loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques est déjà sous examen à l'Assemblée nationale. Comme c'était le cas au Sénat, la période qui concerne cette loi d'amnistie divise les députés nationaux. Doit-on amnistier à partir de 2009 ou 2003 ? Eric Izami et Blaise Lunda, nous proposerons demain les avis des uns et des autres. Et puis la Chambre haute du Parlement a, après harmonisation des rapports de loi entre les deux chambres, voté ce jeudi 30 janvier la loi sur l'enseignement national et la loi sur la conservation de la nature. Tenez par exemple, pour l'école maternelle, elle cesse d'être facultative comme autrefois, elle devient donc obligatoire. Les détails avec Eric Izami et Blaise Lunda. Le Sénat a voté jeudi 30 janvier 2014 la loi sur l'enseignement national pour adapter la loi qui jusqu'ici régissait ce secteur essentiel à la vie nationale, car pourvoyeur du capital humain formé à l'échelle nationale. En effet, cette loi a pour première innovation le fait de rendre désormais obligatoire l'école maternelle qui autrefois était facultative. Les niveaux de base, c'est-à-dire de la maternelle à la 6e primaire, l'enseignement ainsi que l'énonce la Constitution de la République est obligatoire, mais surtout gratuit dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. L'éducation assure les succès de l'enfant. Ainsi, la loi met un accent particulier sur l'enseignement technique et professionnel qui fait émerger plus d'un pays avec comme argument que dans le pays sous-développé, l'on a plus besoin de praticiens que de théoriciens. Cette loi a levé les options fondamentales pour l'éducation de base pour tous. L'éducation aux valeurs, l'éducation physique et sportive, l'éducation environnementale, la formation au développement durable et au changement climatique, l'éducation aux technologies de l'information et de la communication. La professionnalisation de l'enseignement et la promotion des établissements techniques, professionnels, artistiques, d'art et métiers, la promotion de l'intelligence et de l'esprit critique,
la révalorisation des activités manuelles, la révalorisation de la fonction enseignante, etc. Une autre loi a été votée au Sénat. Elle concerne la conservation de la nature, dont justement les notions de base devront être enseignées dès le jeune âge aux écoliers de la RDC pour savoir préserver le cadre de vie, l'environnement, les eaux, la forêt, tout aussi essentiel de la vie des humains. Et bien, puisque nous parlons du Sénat, sachez que son président, Léon Kengo-Adondo, était ce mardi 28 janvier face à ses pairs membres de l'opposition. Au cours de cette cérémonie de chant de vœux, les présidents de la Chambre haute du Parlement a fait le bilan de l'année 2013. Reportage Papi Katassi. Très respectueux de la tradition, le président du Sénat, l'honorable Léon Kengo-Adondo, a réuni toute la grande famille de l'opposition politique pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Dans son speech, le président de la Chambre haute du Parlement a fait le bilan de l'année 2013 qui vient de s'achever. Sur le plan politique, Léon Kengo-Adondo a évoqué la guerre de l'Est qui, grâce à la bravoure des femmes et des hommes des FARDC, au soutien de la brigade d'intervention des Nations Unies et à l'implication diplomatique de la communauté internationale, les ennemis de la démocratie et de la paix ont été défaits. Toutefois, a dit Léon Kengo-Adondo, si nous nous réjouissons de la fin de la guerre du 1-23, nous ne devons pas non plus sombrer dans le triomphalisme. En effet, a-t-il poursuivi, la paix n'est pas totalement revenue sur l'ensemble du territoire national et plusieurs sujets d'inquiétude sur les plans sécuritaires sont encore d'actualité. Pour Léon Kengo-Adondo, les concertations nationales ont été le deuxième moment fort de l'année 2013. Ces grands moments de débats républicains aux politiciens congolais, de l'opposition responsable, tout comme ceux de la majorité et de la société civile, démontrer à la face du monde que nous sommes capables lorsque les intérêts fondamentaux de la République sont en jeu, a-t-il martelé. Au sujet de la loi d'amnistie, Léon Kengo-Adondo a souligné que cette loi a été adoptée conformément à l'esprit et à la lettre des recommandations des concertations nationales de manière qu'elle soit la plus inclusive possible. En rapport avec la famille de l'opposition politique et particulièrement de la désignation du porte-parole, cela se fera conformément à la loi. Il faudrait que cette formalité de désignation soit accomplie lors de la prochaine session parlementaire. Enfin, le président du Sénat a invité les membres de l'opposition politique à la tolérance et au respect mutuel. Du 3 au 4 mars 2014, la République démocratique du Congo va abriter la deuxième édition du Forum des femmes francophones. L'annonce de ce grand rendez-vous a été faite ce jeudi par la ministre du Genre, de la Famille et des Enfants, Geneviève Inago, si c'était au Salon Lumbashi de Grand Hôtel Kinshasa, Sylvie Fortuné-Mboula. Après la première édition qui avait réuni les femmes francophones à Paris, Kinshasa, la capitale de la RD Congo, va abriter la deuxième édition de femmes qui ont la langue française en commun. Les femmes francophones du monde vont réfléchir autour de leurs défis communs du 3 au 4 mars 2014 à Kinshasa sous le thème « Femmes actrices du développement ». Je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que la République démocratique du Congo, notre pays, va abriter la deuxième édition de ce grand rendez-vous des femmes francophones. Les femmes francophones sont très honorées par son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, pour le haut patronage et le soutien personnel qu'il accorde au Forum de Kinshasa, un événement majeur qui offre un espace d'échange et de dialogue aux femmes de l'espace francophone. Il faut dire que la République démocratique du Congo va remettre le flambeau de la présidence de la francophonie au prochain sommet de Dakar où les thématiques sur la femme et la jeunesse seront débattues. Et puis le renforcement des capacités des ressources humaines est l'une des actions prioritaires du portefeuille de l'État au cours de l'année 2014. C'est dans cette optique que le ministre du portefeuille a instruit les mandataires des entreprises publiques de privilégier dans leur programme d'action la formation des travailleurs. La première entreprise à répondre à cet appel, la Société commerciale de transport et des ports SCTP ex-ONATRA, elle a organisé récemment un séminaire de formation sur le management stratégique par objectifs et résultats. Dans Momat nous en parlera dans nos prochaines éditions. Un mois en santé, les médecins vétérinaires de la ville de Béni sont montés sur leurs chevaux pour protester et réclamer leurs droits. En effet, depuis le mois de novembre, ils n'ont perçu ni leur prime, encore moins leur salaire. Pour ce faire,
Ils ont introduit un mémorandum au gouvernorat de la province du Nord Kivu pour obtenir gain de cause. Depuis Béni, nous retrouvons Fiston Mahanga. Par des Béni s'indigne contre les non-paiements des primes des risques et primes de technicité pour les professionnels du ministère de l'Agriculture de la même entité. Cette réclamation a été faite à travers une lettre adressée au gouverneur du Nord Kivu, au directeur des provinces et aux ministres provinciaux des Finances et celui de l'Agriculture et Développement, dont nous avons reçu une copie. Selon l'esprit de cette lettre, ces médecins vétérinaires réclament les primes des risques impayés pour les mois de novembre et décembre 2013 et de juillet à novembre 2013 pour les professionnels de l'agriculture. Plus loin, dans cette lettre datée de ce mercredi 29 janvier, ces agents de l'Agripel en ville et territoire de Béni insistent sur le mois de septembre 2012 qui reste aussi impayé suite au vol signalé à cette époque à la mairie de Béni. Ils disent ne pas comprendre pourquoi seule la ville et les territoires de Béni sont victimes de nos paiements, alors que leurs collègues des autres villes comme Goma, Butembo et Bunia ont déjà perçu leur dû. Contacté, M. Sabouni, ordonnateur délégué adjoint au budget du Nord Kivu, estime que les blocages seraient au niveau de la division provinciale des finances, car son service lui a déjà transmis les listings des faits de ses agents pour les comptes des mois réclamés. Béni, Fiston Mambalarous pour Antenne 1. Dans un autre registre, à Kinshasa, l'avenue Kabambar demeure délabrée sur le tronçon compris entre l'avenue Itaga et l'avenue du Parti. Ceci fait suite à l'arrêt des travaux exécutés par l'entreprise Safrimex. Les usagers de cette artère lancent un appel aux autorités afin de relancer les travaux dans un bref délai. Le constat a été fait par Paulin Kalamba et Jouzen Belebele. Ça fait environ 2 ans depuis que la société Safrimex a stoppé avec les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabambaré dans son tronçon compris entre l'avenue Itaga et l'avenue du Parti. Cet arrêt des travaux inquiète les usagers de cette route qui traite d'incompétente l'entreprise qui effectue ces travaux. Il n'y a pas de sérieux dans l'exécution de ces travaux. Il y a de cela 3 ans qu'ils ont été entrepris et jusque-là, aucun résultat satisfaisant. Que ces travaux soient confiés aux Japonais qui ont déjà fait leurs preuves. Pour les chefs du quartier Ndolo, l'arrêt des travaux est la conséquence du mot d'ordre du gouverneur de la ville qui a promis la démolition de quelques maisons voisines pour la construction des collecteurs d'eau. Les experts sont venus aussi en savoir plus et prendre des mesures de chaque parcelle. Alors, ils ont pris les mesures. Ils ont parti avec les mesures vers le gouvernement provincial pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement là. Et après, ils sont partis, nous sommes restés. Et ensuite, ils ont dit, il faut que les bâtiments, les maisons qui se trouvent de l'autre côté soient détruits. Alors, jusque-là, même moi, leur chef de quartier, je vais demander la situation. On a dit il faut qu'entendre mot d'ordre du gouverneur, le gouverneur de la ville. Encore un appel lancé à l'autorité urbaine. Cette fois, nous nous rendons dans la province du Bas-Congo où le directeur résident du FMI à Kinshasa, Oscar Neladi, a échangé vendredi dernier avec les étudiants de l'ISIPA Matadi au cours d'une conférence débat. Le thème débattu a été perspective économique régionale en Afrique et en RDC. C'était en présence du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda. Laïn Bofanombungu et Sylvie Fortuné-Mboula nous en parlent. Devant un parterre d'étudiants de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPA Matadi, les directeurs résidents du Fonds monétaire international s'est évertué à un exercice, celui d'expliquer les relations qui existent entre son institution et la RDC au cours du forum axé sur les FMI, perspectives économiques régionales en Afrique et en RDC. Pour Oscar Neladi, le Fonds monétaire international est une institution internationale regroupant 188 pays dont le rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté.
Poursuivant son exposé, Oscar Neladi a souligné que le FMI est un organe de soutien d'appui au développement avant d'indiquer que les fonds de cette institution des Bretton Woods proviennent de cotisations de ses membres. Du reste, l'institution a été créée en 1944 et devait à l'origine garantir la stabilité du système monétaire international dont l'écroulement après le crash de 1929 avait eu des effets catastrophiques sur l'économie mondiale, a-t-il précisé. S'en est suivi de jeux de questions et réponses entre les étudiants de la science commerciale avec le directeur du FMI, une manière pour les étudiants de manifester l'intérêt qu'ils accordent à cette institution financière. Voilà, place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Joseph Kabila reçoit sans recommandation des Aubin Minakou et Léon Kengo hier à l'Assemblée nationale, titre L'Avenir. Ces 100 recommandations remises au chef de l'État devront servir de charpente au programme du gouvernement en vue de consolider la cohésion nationale. Parmi ces recommandations, on peut citer la formation du gouvernement de large union nationale comprenant la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. La prospérité renchérit que dans la classe politique, l'on observe une certaine névrosité. Des pressions énormes sont exercées sur le présidium, singulièrement par des opposants participant à ces assises qui ne cessent de réclamer l'accélération du processus de la mise en œuvre de la fameuse recommandation de concertation nationale pour espérer voir le gouvernement de cohésion nationale. Martin Kobler, lui aussi, plaide pour l'accélération de la formation d'un nouveau gouvernement. L'observateur renseigne que plusieurs organismes de Nations Unies et autres représentations étrangères ne peuvent initier de projets ou certains activités faute d'interlocuteurs valables devant les accompagner ou permettre de réaliser leur mission, pour la bonne et simple raison que le gouvernement actuel est réputé démissionnaire. Même son de cloche, ce forum de ZAS qui reprend les propos de Martin Kobler, l'effectivité du nouvel exécutif permettra de faire avancer les processus DDR, entendez par là démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants du M23. Matata Pogno et Moukoko Samba à couteau tiré. Les dépêches de Brazzaville notent que la sanction infligée au vice-premier ministre en charge du budget interdit depuis plus d'une semaine de participer à toutes les activités économiques et financières du gouvernement dans les de la troïka stratégique procéderait d'une intention calculée du Premier ministre d'en découdre avec son fils pour Matata Pogno qui tient mordicus à conserver son fauteuil. Daniel Moukoko Samba passerait pour un malin qui convoiterait son poste car il n'apprécie plus son indépendance. Il faut des grands efforts pour soutenir une mauvaise cause. Nous avons réfléchi avec Max Gallo dans l'Observateur. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention, de votre fidélité. Merci surtout à ceux qui nous suivent par le canal 142, dont le bouquet Canal Sat. Portez-vous bien. Excellent suite de programme sur Antenne A. Je vous retrouve vendredi. Entre-temps, vous aurez d'autres personnes pour 7h30, 10h et 12h. Portez-vous bien. Bonsoir.